vrai que ça commence à faire long quand même. Iselovic, capitaine du Nozomi, journal de bord numéro 365. Lors d'un le Nozomi a capté une espèce de signal un peu étrange que j'avais pas entendu depuis très longtemps. Je sais même plus, des espèces de bruits parasites et on aurait dit peut-être une voix humaine. Donc, en fait, dans le doute, je vais me diriger vers la source de ce signal. Sait-on jamais? Peut-être que je suis plus le seul. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, l'émission qui parle de manga, d'animation japonaise, mais pas que. Cette semaine, on va retourner sur le domaine de la science-fiction, du spatial. Vous le savez, j'aime beaucoup ça personnellement et j'ai réuni une équipe de choc pour cette semaine. Je vais commencer par notre experte, vulgarisatrice scientifique spécialisée dans le spatial. On reçoit cette semaine Alice Thomas ou Alice des Étoiles. C'est comme ça que tu t'appelles sur Twitter? Alice au pays des étoiles, Space Alice. Tomalis, le pseudo sinon. Voilà, donc tu es vulgarisatrice scientifique, donc tu es sur Twitch, YouTube, et tu travailles en partie pour le CNES ou le CNES. Le CNES, ouais, tu peux le dire comme ça. Et tout Voilà, à fait, donc c'est ça. Je suis un petit peu partout sur internet. c'est plutôt cool. Moi perso, je t'ai connu sur le CNES quand il y a eu le départ de la dernière fusée. J'étais là sur les interviews des scientifiques, etc. C'est très cool. Et tu as sorti en septembre dernier donc un livre qui s'appelle La vie secrète de l'univers chez Larousse. Tout à fait. Est-ce que rapidement, tu peux juste nous parler un peu de ce dont parle ton bouquin? Oui, c'est un livre de vulgarisation, sur l'espace pour le grand public. Donc c'est un livre très généraliste avec, plein de belles images, un beau bébé d'1,6 kg, quand même, hein, oui, voilà. Et donc ça parle d'un petit peu de tout, aussi bien du système solaire que de l'exploration spatiale, que de la vie des étoiles, et cetera, et cetera. Donc tu le recommandes Et vraiment à tout le monde? voilà, c'est ça, c'est Toute vraiment la orienté famille, grand voilà. public. Pour Noël, C'est pas Pâques, orienté forcément pour les enfants, mais un enfant qui s'y intéresse, il pourra toujours regarder les images et comprendre des choses. J'ai des vidéos, d'enfants, qui de 1 an et demi qui s'émerveillent devant les images, donc ça peut plaire à tout le monde. Ah puis là avec le télescope James Webb, tu dois te faire plaisir avec les images? Ah oui, elles sont magnifiques et il y en a dans le livre! Oui. D'ailleurs, on en a parlé, La je crois, avec, couverture du livre, c'est la nébuleuse de la Carène, par le télescope, James Webb, et il y a quelques autres images. Alors pas les toutes dernières parce que, bah, forcément, un livre, ça prend un petit peu de temps, pour être publié entre le moment où, on valide le bon à tirer et le moment où c'est publié, bah, il y a quand même un petit peu de temps. Donc on peut pas mettre toutes les images, qu'on aurait voulu, mais il y en a quand même quelques-unes. bah, ce sera pour le deuxième. Il y C'est aura une ça. suite. Voilà, le tome 2. Et pour m'accompagner sur cette émission, 2 habitués que vous connaissez déjà. Alicia, des Chroniques de Meimo, qui était déjà venue pour Les Liens du sang et Angoulême, donc notre experte, voilà, notre experte. Je prends experte en tout, sauf en choses de l'espace et en mathématiques et trucs logiques. Donc voilà, je serai là pour vous accompagner, vous auditeurs qui n'êtes pas spécialement très très bons dans tout ça. Voilà, et le dernier, Foxito maintenant, c'est renommé, je sais pas pourquoi, tu Oh te sens non, mais espagnol. Tu te sens le espagnol soleil me maintenant. manque en ce moment, donc c'est une petite vibe latino pour égayer. Donc ouais, moi je suis déjà passé chez toi. Tu m'avais invité pour Full Metal, c'était super cool. Ouais, c'est ça, Tu es passé chez nous, et chez Exibris, et j'aurais puis aimé pour Space Brother, mais tu ne l'avais pas lu. ouais. Mais je me suis rattrapé depuis. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup d'éloges sur Space Brother, je me dis: «Ça y est, il est tombé dedans». J'ai Ça y lu est, que le 1er tome de Space Brothers aussi. Oh, J'ai pas c'est eu le trop temps de lire bien. la suite non plus. vraiment chouette. Moi, j'aimerais bien un jour avoir un vrai avis de quelqu'un qui bosse au CNES ou autre, ou à la NASA, qui aurait lu Space Brother et voir ce qu'il en pense réellement, parce que ça m'a l'air extrêmement pointu, tout en restant super abordable et accessible, tu vois? Après, ouais, faut faire attention aussi parce que c'est vraiment le pôle japonais qui est décrit et c'est pas forcément non plus la même, euh, la même façon de procéder entre les pays. Mais ouais, ça peut être intéressant d'avoir un avis là-dessus, justement des différents pays pour voir ce qu'ils Ouais, en je disent. suis pas encore là, hein. Le Il y a jour où combien de j'arrive, tomes? il y a, Beaucoup. 41 à l'heure actuelle, et Ah oui. c'est pas terminé, non. Mais c'est Bah, vraiment cool. quand j'aurai avancé un petit peu plus, si tu veux, je pourrais te donner mon avis. Nice. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une série qui est beaucoup plus courte.
Voilà, Planète, en 3 tomes, écrit par Makoto Yukimura, donc l'auteur également de Vinland Saga, entre 99 et 2002, si je dis pas de bêtises, ou 2003, quelque chose comme ça, dans d'ailleurs le même magazine que Space Brother. C'est marrant de le notifier. Donc un bouquin qui va parler d'espace, de colonisation, de vie en orbite et surtout de gestion des débris de satellites et un petit peu de métaphysique aussi, même beaucoup de métaphysique, mais pas tant que ça dans le tome 1 de mémoire. Ouais, ça se développe après, vraiment. Ouais, donc aujourd'hui, on va vraiment plutôt parler du tome 1. Alice, présente ici, n'ayant pas encore lu la suite. On va éviter de spoiler. Ça serait quand même C'est dommage gentil. qu'on te spoil ce qui se passe derrière, même si, non, s'il y a quand même des trucs Non, sacrément non, non, sales à non, non. spoiler, on va éviter, ouais. Oui, pas On de va se spoil, concentrer s'il sur vous ce tome plaît. 1. Enfin, moi, je l'ai lu, mais pensons à Alice. Voilà, C'est donc gentil. Merci. tu as envie de parler, Maïmo, qu'est-ce que tu en penses de Planète un peu là, juste pour te lancer? Alors, je vais faire un pitch rapidement. On va suivre 3 personnages, Hachi, Yuri et Fi. Qui sont éboueurs de l'espace, entre guillemets, qui vont ramasser donc les déchets liés aux satellites, entre autres, et à tous les déchets spatiaux, vu que la Terre est devenue. Alors, elle n'est pas polluée à 100%, c'est encore vivable, mais bon, ils commencent à se rendre compte que c'est la merde et qu'il faudrait aller ailleurs. Et donc, dans une optique de s'expandre en dehors de la Terre, ils vont commencer à nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a là-haut. Et on va suivre plein de petites histoires, des récits de vie, en fait, de ces personnes qui vivent en orbite. Voilà, donc je te retourne la question maintenant, Maïmo. Qu'en as-tu pensé de ce tome 1 et globalement de la série sans forcément spoiler? Alors, je me suis mise à cette série grâce surtout à la couverture en édition limitée que j'avais vue, n'est-ce pas? Je suis, malheureusement très influençable et c'est vrai que, Panini Manga, là-dessus, a fait un très beau travail sur cette édition. Donc je me suis dit: «Allez, une œuvre culte qui, je pense, est à lire, dans tous les cas, peu importe qu'on aime l'espace ou pas. Je vais tenter au moins le tome 1» et excusez-moi pour ma voix. Et j'ai absolument adoré. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est un très bon équilibre entre le côté science-fiction, le côté réaliste, mine de rien, avec ce traitement des déchets et la grande part de l'écologie. Et on a une histoire dedans qui est prenante, même si c'est pas non plus là où il y a le plus d'action. On est vraiment sur quelque chose qui donne envie de réfléchir à un sens plus profond que juste ce qu'on voit au quotidien. C'est vraiment une expérience à part entière, je pense. Alice? Et beh, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors moi, je lis beaucoup moins de mangas. J'en lisais, plus fut un temps, plus jeune. Enfin et encore quand je dis plus, ma culture manga reste quand même très, très limitée. Je pense par rapport à vous tous et même peut-être par rapport à la plupart des gens, même si je me rends pas compte en vrai du pourcentage de gens, qui lisent des mangas en France, je saurais pas dire. Mais enfin bref, tout ça pour dire, j'ai pas une très, très grande culture manga, mais voilà, moi j'ai vu, quelque chose qui parle d'espace donc peu importe le format, j'ai envie de tenter quoi. Non, j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime bien le côté qu'il y ait des petites explications aussi. Bah, moi, en tant que vulgarisatrice, je vois que voilà, de temps en temps, il y a des petites explications sur, il va y avoir un terme un peu compliqué et bah, il y a des petites lignes qui vont expliquer, à quoi ça correspond et ça, je trouve que c'est chouette de pas juste, balancer du jargon comme ça qu'on comprend pas. Donc voilà, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, donc j'ai le 2 et le 3 à la maison qui n'attendent qu'à être lus pour l'instant, donc je vais m'y attaquer, dès que j'aurai un petit peu plus de temps. Et est-ce que tu lis d'autres trucs en dehors des bouquins scientifiques? Alors, je lis de la science-fiction. Bon, en ce moment, je lis plus trop parce que, le temps me manque malheureusement. Mmh. Mais pareil, enfin, avant, je lisais énormément, principalement de la science-fiction, de la fantasy. C'est des univers qui me parlent quand même, beaucoup, même si après si on parle de films, de séries et cetera, voilà, je reste très souvent dans ces domaines-là. Mais bon, malheureusement, en ce moment, beaucoup moins. Tu es du côté roman, du coup? Oui, plutôt côté OK roman, ouais. et au niveau du dessin, vu que tu lis pas trop de manga et que tu es pas trop au fait, je sais que Yukimura, il a un style qui est un peu particulier. Mmh. Ça t'a pas trop gêné? Les Non. visages très ronds, je sais qu'ils sont assez ronds, les yeux sont assez particuliers et moi je sais Ah, que c'est un surtout style, surtout à enfin cette époque, en fait. À cette époque, ouais. enfin, quand tu prends un Vinland Saga, par exemple, qu'il a fait après, il y a eu une amélioration qui est folle, quoi, sur son trait, Ouh, je trouve. même déjà à la fin de Planète, il s'est grave Oui, amélioré, mais hein. je sais pas, moi j'ai trouvé ça flagrant, sur Vinland surtout. Mais là, oui, je Mmh. peux comprendre qu'on trouve le style spécial,
sur Bah, Planète. à Ouais. l'époque, c'était Dragon Ball et tout, donc c'est les visages très anguleux. Ah oui, bah là c'était à C'était. contre-courant. Ouais. Non, mais ça m'a pas dérangé, pas choqué. Il y a quelques pages qui sont en couleur que je trouve très très belles. Hmm. Ça, j'ai bien aimé aussi. Non, bah, totalement. Et toi, Fox, du coup, tu t'en as. Toi, je sais ce que t'en as pensé, mais vas-y, Ouais, dis-le, les ouais, auditeurs bah, ont envie de savoir. on a dédié un épisode sur Ex Libris à ça. Bah déjà, Makoto Yukimura est un de mes auteurs préférés. J'ai adoré Vinland Saga, j'ai adoré Planète. Ce que j'adore, bah déjà, je suis passionné d'espace aussi. Je suis professeur de physique, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est vrai que c'est une chose qui me botte bien. La vulgarisation aussi, ça me botte énormément. Donc j'irai pas aller checker, j'hésiterai pas, pardon, à aller checker ton travail, Alice, parce que ça m'intéresse tout ce qui se passe en vulgarisation et autres, j'adore ça, donc je checkerai. Et Yukimura, ce que j'adore chez lui, c'est sa façon d'écrire des situations et d'inclure les sentiments humains à l'intérieur, quoi. Je trouve qu'il est fort dans les introspections et ça se ressent sur Planète au fur et à mesure, pardon, qu'on avance. Donc moi, j'ai découvert Planète, pareil, avec la réédition, parce que avant d'être fan de Yukimura, je suis fan de Mathieu Bablet, et qui est un auteur français qui est incroyable, qui fait de la SF de fou d'ailleurs. Il fait Shangri-La, qui est un récit incroyable sur l'espace. Il a fait Carbone et Silicium sur les intelligences artificielles, que je vous recommande, qui est une de mes lectures qui m'a le plus pris au trip à l'heure actuelle. Et la variante cover du coup de Planète a été dessinée par Bablet, donc c'est très spécial, mais moi j'adore, donc ça m'a lancé dedans. Et ouais, j'ai un peu surpris par le tome 1 quand même, parce que c'est loin de ce que je lis d'habitude en termes de rythme. Je trouve que c'est assez rare pour les lectures que j'ai, en tout cas moi en manga, d'avoir bah, dès le départ quelque chose qui te dit bah là tu suis quelqu'un, mais en fait après tu vas suivre quelqu'un d'autre. Et ce qui les relie, pardon, c'est l'espace. Et tu vas te démerder à savoir qui est qui, et tu vas juste suivre ce qui se passe, et on te balance dans un monde où il se passe déjà 50 milliards de trucs, et débrouille-toi, quoi. Donc c'est assez déroutant. Et bien sûr, les tomes 2 et 3 dont on parlera pas ici, que j'ai adoré, avec un dénouement que moi j'ai adoré. Donc ouais, gros classique pour moi, Planète. Je suis ultra fan. Le côté décousu c'est plein d'histoires, en fait, comme tu disais. Tu passes d'un personnage à l'autre, il y a des ellipses entre chaque histoire. Et les histoires ont pas. Alors, elles ont un lien, un fil rouge global qui est concrètement la conquête vers la colonisation vers Jupiter. C'est un peu le but final de tout ça. Mais on va surtout s'intéresser à échelle micro, donc à chacun des personnages, comment ils vivent leur relation à l'espace, parce qu'ils sont tous là pour une raison. Ils sont pas tous là-haut comme ça parce qu'ils ont envie. Ils ont tous une raison qui est propre, et même les personnages qui sont sur Terre ont une raison aussi de vouloir aller dans l'espace. Je pense au frère de Hachi qu'on voit dans le tome 1, Oui. qui est fan de mécanique. Lui, tu vois, un micro spin-off d'un chapitre sur lui plus tard, genre 10 ans plus tard, Non, mais même un s'il tome, design moi, des tous fusées les ou jours. quoi. Ça aurait été foufou, et ça peut perturber de pas avoir ce côté que nous on a ultra fluide d'habitude dans le manga, où tout se suit parfaitement, mais là c'est assez décousu, plein de petites histoires. Ce qui était assez symptomatique des shonen de l'époque d'ailleurs. Pour ceux qui se rappellent de Shaman King, Soul Eater et compagnie, ça commençait à chaque fois sur plein de petites histoires, et après ça réembrayait sur un fil rouge. Donc c'est marrant en fait de voir que les auteurs ont gardé cette habitude-là, de ce moment-là. C'était une petite remarque, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. Et pour en venir à la couverture de Mathieu Bablet, ce que je trouve très fort, on en reparlera après, c'est qu'on arrive à sentir toute la solitude qui se dégage de l'espace, mais sans jouer avec, tu sais, il est seul dans le vide. Tu vois, il est pas seul dans le vide, c'est lumineux, on voit la planète qui éclaire un petit peu comme un soleil, mais le personnage, donne l'impression qu'il est absolument... tu le sens pas en danger, mais tu sens, tu sais, il est seul et qui se remet en question, etc. Et C'est puis une belle thématique. ça prend un sens fou quand tu connais un peu le perso, quoi. De le voir juste se poser là et regarder le monde de l'extérieur, en fait, littéralement, c'est hyper fort. Ah bah On est on d'accord. pensera au tome 2. Hein. Il a vraiment apporté une très belle poésie, je trouve, avec cette couverture, quelque chose qui... La couverture de base est déjà très belle, mais c'est vrai que celle-ci, elle apporte vraiment une autre dimension, clairement sublime. Moi je suis pas fan des couvertures de base. Hein. Moi j'ai eu l'ancienne édition en 4 tomes. Je trouve ça pas très joli. Par contre c'est vrai que les pages couleurs, comme tu disais Alice tout à l'heure, elles sont magnifiques. Et il y en a vraiment... Je sais pas où il va chercher ces aquarelles, ces trucs comme ça. Je crois que tu dessines en plus, Alice, de mémoire. Ouais, je fais de Vu que t'avais un l'aquarelle. Instagram, voilà. Et je sais pas où il va chercher ces couleurs, mais il arrive à faire des mélanges qui sont absolument fous. C'est un truc qui est facile à faire, ça, en aquarelle, de faire ce genre de décor, ou c'est une galère sans nom?
pour moi, c'est difficile, mais parce que je sais pas, déjà, enfin, même juste faire des personnages, etc., je sais pas faire. Moi, je sais dessiner que les trucs mignons en aquarelle. Je sais des petites fusées mignonnes, des petites Les petits planètes, des petites chats, ouais. étoiles, tu vois. Donc, faire des choses comme dans Planète, donc clairement, moi, je saurais pas faire. Après, pour quelqu'un qui a l'habitude, je saurais pas dire. En tout cas, je sais que moi, je trouve ça impressionnant. Non, les dégradés de couleurs, c'est un truc de fou. Bah, d'ailleurs, je présume hein, que Babley a grandi avec les planètes, les Barjam, je pense à Universal War One aussi, qui a des dégradés comme ça de couleurs absolument somptueux en aquarelle, et du coup, qu'il a réutilisé d'ailleurs pour Shangri-La, entre autres, qui est une Ah ouais, claque monumentale en termes de colorisation, c'est du jamais vu. Hein. les planches de Shangri-La en colo, c'est comme tu dis, c'est Ah, c'est un truc de n'importe fou. quoi Hein. tellement que c'est beau, quoi. Non, franchement, c'est un délire. Mais bon, on fera peut-être un épisode sur Bablé un jour. Je suis là tous les jours. Je le contacterai si tu veux. Bah, d'ailleurs, peut-être que ça pourrait. Bon, je t'en parlerai après, mais Frontière, Guillaume Singelin, tout ça, on va peut-être la voir. Je t'en dis pas plus, mais c'est un peu du même acabit que Bablé, donc C'est précommandé. Sache. Voilà. voilà. Ça tease. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, souvent on fait des petites enfin des petites phrases entre nous. Je couperai ça, je pense, au montage pour le coup. Mais bon, on va passer à la première partie, la partie espace, qui est un petit peu enfin, la partie espace. Il y a 4 grandes parties dans cet épisode. Espace, écologie, colonisation et la partie humain. On va essayer de décrypter un petit peu, sans forcément décrypter, mais de mettre en opposition le monde de planète avec le nôtre dans cette partie espace. Et j'ai une première question qui va te concerner toi, Alice, qui t'y connais forcément mieux que nous, et un petit peu toi, Fox, je pense. Actuellement, est-ce qu'on pourrait vivre dans l'espace de manière semi-permanente, à plus grande échelle que l'ISS? Genre, admettons, on crée une station orbitale. Est-ce que ça serait possible à l'heure actuelle? Faudrait beaucoup d'argent. Et si Elon Euh, Musk investit? Alors, il y a quand même des. En vrai, moi, j'aurais envie de te dire pourquoi pas, parce que voilà, enfin, je rêverais de pouvoir partir vivre dans l'espace comme ça. Enfin, moi, si tu me proposes même un aller simple, je dis oui, 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 j'y vais. Mais je fais partie de ces gens-là. Mais il y a quand même des difficultés. Ça dépend où dans l'espace. Si tu restes à l'altitude de l'ISS, si on faisait par exemple une ISS plus grande, ça va encore parce qu'on est protégé. On est protégé des radiations du soleil. On est encore on est encore protégé par le champ magnétique terrestre. Donc, il y a quelques soucis parce qu'il faut quand même s'adapter à la micro-pesanteur, etc. Donc, le corps doit s'adapter. Il aime pas trop ça. Donc, si on reste très longtemps, c'est quand même pas terrible. Mais bon, passe encore. Après, aller plus loin, rien que par exemple pour aller sur la Lune, bah là, on se retrouve exposé, pardon, à énormément de particules cosmiques qui vont être très dangereuses. N'hésite pas à compléter, hein, Fox aussi, si jamais. Hein, mais voilà, des particules à très haute énergie qui vont causer des cancers et autres soucis du genre, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Puis même dans l'ISS, hein, quand Pesquet il part dans l'ISS, il faut savoir qu'il est soumis à des radiations pardon, qui sont beaucoup plus supérieures à celles qu'il pourrait subir sur Terre. Et puis même sans ça, il y a un problème dont on n'a pas parlé, c'est le fait de partir en fait. Pour supporter un décollage de fusée, il en faut quoi. Il faut s'entraîner et c'est pas pour rien qu'il y a des giga entraînements pour tous les astronautes ou cosmonautes qui partent dans l'espace, c'est que bah, ça pourrit le corps, enfin ça met le corps à l'épreuve, je dirais. Et donc je pense pas que tout le monde puisse y prétendre. Ou alors il faudrait énormément s'entraîner avant. Donc oui, je suis d'accord avec Alice, beaucoup d'argent. Et surtout, ouais, il y a plein de contraintes, quoi. Quand on voit déjà que dans l'ISS, on cap, comment on dit en français? On limite, pardon. On limite les voyages pour des professionnels. Alors pour des randoms comme nous, ce serait ultra complexe, je pense, aujourd'hui. Après, il y a eu des cas de tourisme spatial. Alors dans l'ISS plus maintenant, même si je crois que s'ils voulaient recommencer, je sais plus exactement, Et mais il y a eu des millionnaires, milliardaires qui ont payé très très cher. J'ai pas les prix en tête, mais qui ont payé un billet pour aller passer une semaine dans la station spatiale internationale pour vivre comme un astronaute un petit peu et tester un petit peu tout ça. Mais donc après, ils ont arrêté. Et là, je crois que c'est les. Non, je vais dire une bêtise, mais je sais plus. Mais même récemment, là, il y a eu un gros sujet, c'est Tom Cruise qui est parti.
Et il est parti dans l'espace pour tourner, vu qu'il fait ses propres cascades et que ce mec est un gros taré. Et le prochain film qu'il fait se passe dans l'espace. Alors, j'ai pas l'info, je dirais une bêtise. Je sais pas si c'est dans l'ISS ou juste un petit voyage spatial comme ça, je sais plus. J'ai pas l'info, mais il a tourné des scènes dans l'espace. C'est le premier touriste spatial à avoir tourné des scènes Alors, dans l'espace. ça a été fait ou ça va être fait? Je sais pas, parce que je sais qu'il y a les Russes Non. aussi qui ont fait ça. Tom Cruise, je suis pas sûre que ça a été fait déjà. On va Mais il vérifier, y a eu un tournage russe qui a été fait pendant la mission de Thomas Pesquet, pendant la mission Alpha, où ils sont 3 à être partis, une actrice, un réalisateur et je crois que l'autre c'était un vrai cosmonaute, qui ont passé une dizaine de jours, je crois, à bord de la station spatiale pour tourner des scènes d'un film. Qui va sortir, je sais plus. Et je crois que Tom Cruise il en parlait, mais il me semble pas que ça a été fait encore. Ouais, effectivement, je viens de regarder, je crois que ça n'a pas encore été fait. Ouais, C'est Non, prévu. je viens de regarder, Mais c'est pas encore fait. Mais de ce que je viens de voir, apparemment, Ouais. donc il faut prendre avec des pincettes parce que je suis pas non plus sur un site ultra fiable, je pense, ce serait le premier civil à faire une sortie spatiale. Si c'est avéré, c'est fou. Je sais pas à quel point ça peut être vrai, mais si c'est avéré, c'est dingue. C'est vrai que la sortie spatiale, ça doit être quelque chose quand même. C'est ça. Et c'est Et, pas le commun des mortels, c'est quand même Tom Cruise. Il est préparé physiquement, je pense, lui, par rapport à nous. Et il a la thune pour le faire aussi. Attends, tu oserais dire que de case en case n'a pas les os assez solides? Je pense que Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah ouais, j'aimerais bien, franchement. Même juste ce qu'ils font dans les avions, là, pour ressentir... Les vols 0G? Ouais, la micro-pesanteur, non, ça serait juste tester, tu vois. Et bah, si tu as 6 000 € de côté, tu peux acheter un billet pour faire un vol parabolique avec Novespace. Et c'est combien de temps? C'est 45 secondes? C'est pas un truc comme ça, 1 minute 30? C'est ça, c'est des phases d'une trentaine de secondes et t'en fais une trentaine, je crois. 15 ou 30, je sais plus. Sauf qu'entre deux, tu te prends quand même 1,8 G dans la gueule. Donc tu alternes le moment où tu flottes et le moment où tu pèses beaucoup trop lourd. Ça va, c'est l'accélération de ma voiture au feu vert, quoi. Et tu as la petite piqûre de, je ne sais plus le nom de la molécule qui fait que ça te rend heureux et ça t'enlève les nausées. Ça te dit à ton oreille interne que c'est bon, il n'y a plus de problème. Et sinon, si tu le fais pas, généralement, même des fois quand tu le fais, t'es sacrément malade. C'est pas cette picouse qui se font dans For All Mankind, là? J'ai pas vu. Mais je suis en train de... ils se mettent du liquide et je me posais la question qui leur aide à subir les jets et je m'étais dit mais à quoi il sert ce liquide? Est-ce que c'est un truc qui détend les muscles? Et maintenant je sais. Ouais, alors ouais, ça agit, il me semble que ça agit sur l'oreille interne. Ok, ouais, parce qu'ils sont que ce soit ça. Logique. Ouais, ce qui serait totalement logique. Et un des effets secondaires de ce produit, c'est que ça te rend super heureux. En même temps, tu vas dans l'espace. Je veux dire, est-ce que tu as besoin de ce produit pour être super heureux? Non, mais du coup, dans les avions, ils ont l'air encore plus super heureux qu'ils ne sont réellement. Ça amplifie le fait que tu sois super heureux. Ils sont en train de taper leur meilleur trip. C'est un peu une transe comme ça. Non, mais en fait, ils nous douillent tous, ils te prennent 6 000 balles, ils te droguent à mort et ils te font croire que tu flottes, mais en fait, t'es juste drogué as fuck. Et... Ah, mais je reconnais, c'est un complot, ça. Alors, en vrai, ces avions, là, on dit c'est fun et tout, mais en vrai, ces avions sont vraiment utilisés pour la recherche. D'ailleurs, il y a une campagne de vol parabolique qui a débuté qui cette semaine, en ce moment, organisée par le CNES. Donc, le CNES, c'est l'Agence spatiale française, c'est l'équivalent de la NASA, mais en France. Et donc, il y a des scientifiques qui font des expériences dans ces avions, parce qu'envoyer des expériences dans l'espace, ça coûte cher. C'est compliqué et donc il y a des expériences qui n'ont pas besoin d'être pendant 6 mois en 0G, donc pendant 20 secondes ça suffit. Et donc non, de base ces avions sont utilisés pour faire de la recherche, pas pour faire de l'argent et des vidéos sur YouTube. Ils font de la médecine, c'est ça, principalement? Ils font un peu de tout, ils font de la médecine, ça peut être des choses pour des applications industrielles aussi, je ne saurais pas en dire plus, mais ça peut. De la biologie, c'est super varié. Et il y a des projets étudiants aussi
il y a des lycéens et des étudiants qui peuvent qui peuvent proposer des expériences et donc sur une classe, il va y avoir, quelques chanceuses, chanceux qui vont, pouvoir voler dans l'avion pour tester leur expérience. Toi, t'imagines, moi, mon voyage scolaire, c'était à Oxford. J'ai bu des bières pendant une semaine et les autres, ils vont aller dans l'espace faire Alors des l'avion va pas expériences. dans l'espace, hein. Non, L'avion mais va voilà, Non, mais le mec, il se plaint. Moi, c'était en Ardèche, donc déjà, en détends-toi. Ardèche, Très bien. excuse-nous. Hein. J'étais dans une ferme en Alsace. Vous voulez vraiment jouer à ça? Non, parce qu'en plus, dans Space Browser, ils expliquent que pour la médecine dans l'ISS, c'est ultra important. D'ailleurs, tu dois en être à peu près à là, Fox. Mm. Et ils s'en servent pour notamment détacher les protéines de certaines maladies pour en les étudier derrière. Et vu que tu es en micro-pesanteur, tu peux le faire plus facilement que sur Terre où tu peux pas le faire. Et je trouvais ça ultra intéressant. Je me suis demandé si c'était un truc qui était réaliste ou si c'était complètement pipeau. Mais je pense que c'est plus réaliste que pipeau. Voilà. Alors, c'est de la bio, je pourrais vraiment zéro aider là-dessus. Je suis Oui, désolé. pareil. En T'as pas en fait en les méde bonnes études, hein? en Bah, médecine mec, non, j'ai arrêté la SVT en 3e. SSI, on représente. Hein. pareil en bio et en médecine, j'y connais vraiment pas grand-chose. Mais je sais qu'il y a ouais, il y a plein d'expériences qui sont faites, et dans la station spatiale internationale aussi, ils font, énormément d'expériences. Ça occupe même la majeure partie de leur temps et il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, en biologie, en médecine, où les astronautes sont, à la fois expérimentateurs et cobayes. Donc, quand on est astronaute, on apprend aussi à faire des prises de sang, et cetera, à faire tout un tas d'examens, soi-même ou sur les autres. Puis C'est un truc de moi, fou, c'est je trouve surhomme. Hein. je trouve ça super chouette le fait aussi c'est le professeur qui parle là, mais je trouve ils impliquent énormément la jeunesse. Par exemple, quand Thomas Pesquet est parti là sur sa dernière mission, il y a eu une grosse campagne dans les collèges et les lycées pour bosser sur les blobs. Et du coup, ça avait trop motivé les gamins. Moi, je sais que les collègues de SVT à l'époque ont bossé dessus. Et voilà, on passait la petite vidéo de Thomas Pesquet, on expliquait qui il était, on expliquait que il était dans l'espace à l'heure où on était en train de parler et que on proposait une expérience de faire un peu comme lui et donc d'étudier des blobs. Et ça avait super plu. Donc c'est des super initiatives qu'il faut saluer, je pense. Et ils pensent bien à la jeunesse, c'est super cool. Oui, c'est extra et même Thomas Pesquet tout court, hein, c'est un très bon représentant, je trouve, pour justement, l'espace par rapport à la jeunesse. Parce que c'est vrai que même si ça vend du rêve, ça reste quelque chose qui semble justement très lié à la physique, aux maths et cetera, donc pas forcément accessible à première vue et en fait, en lui donnant un visage, on va dire, d'une personne qui est très ouverte et qui est très, pédagogue, ça va vraiment peut-être créer des vocations et amener la jeunesse à s'intéresser un peu plus à ça que juste à se dire, c'est de la physique, c'est des étoiles, voilà. Non, mais ça fonctionne en tout cas sur le terrain. Et tant mieux. On peut passer à la partie écologie, parce que finalement, dans Planète, la partie vivre dans l'espace est un petit peu naturelle, mais on n'y pense pas plus de temps que ça, à part quand on a les scènes où ils fument là, dans leur hangar et où c'est interdit. Enfin, bon, ça, on va pas revenir dessus. Partie écologie, et je crois qu'on voulait en parler assez, étoffer un peu le sujet, notamment sur les débris spatiaux, parce qu'à la fin de ce tome 1, on a une petite, je sais pas, un petit mot de Christophe Bonal, alors qui était expert senior à la direction de la stratégie du CNES, je ne sais pas s'il y a encore, et Il qui est, a... il est Ouais. expert débris spatiaux au CNES. Alors peut-être que c'est pas son titre exact, mais je sais que moi je l'avais interviewé il y a quelques années pour faire une vidéo justement sur les débris spatiaux. Et généralement, quand on a des choses à dire sur les débris spatiaux, c'est lui qu'on vient voir. Alors, je ne sais pas si le mot qu'il a écrit à la fin de ce tome de Planète, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait déjà des mots à la fin d'un certain tome de Planète, mais c'était pas forcément le CNES, c'était des scientifiques détachés de l'Institut. Là, c'est le CNES, donc je suppose, vu que c'est daté de 2016, que c'est lui qui a réécrit un mot dessus. Vu que la thématique principale du manga, c'est, du moins dans ce chapitre 1, c'est la gestion des débris. On le sait, on envoie beaucoup de satellites dans l'espace et plein d'autres merdes. Et en fait, ces satellites, une fois qu'ils sont hors de fonction, ils restent là-haut. Ils bougent plus. Alors là, il y en a certains qui sortent de l'orbite, mais la plupart restent, en fait. Et c'est une problématique qui, d'après ce que j'ai compris, commence à devenir un peu actuelle et un petit peu inquiétante, et qui, en 99, ne l'était pas spécialement. Et là où Makoto Yukimura a eu un véritable coup de génie, c'est justement d'anticiper ce truc-là,
Alors, il y a d'autres auteurs qui ont anticipé des problèmes. Je pense à l'auteur de Eden qui a anticipé pas mal de problèmes qu'on se bouffe actuellement. Pareil pour Space Browser, encore une fois. Mais pour les débris spatiaux, donc Yukimura a anticipé le problème des débris suite à la course à l'espace. Et en France, comment c'est géré ce souci en fait de débris spatiaux? Est-ce qu'il y a des missions qui sont envoyées ou peut-être d'autres satellites qui sont envoyés récupérer les débris dans l'espace? Comment est-ce qu'on gère tout ça au CNES? Alors, tu peux dire CNES plutôt que Au CNES. CNES, pardon. Alors, en France, on a une loi, on a la loi sur les opérations spatiales qui demande à ce que quand on envoie quelque chose dans l'espace, on réfléchisse déjà à ce que cette chose va devenir une fois qu'elle sera plus utilisée. Donc, par exemple, si tu construis un satellite, tu vas devoir faire attention aux matériaux que tu vas utiliser. Si tu as le choix entre un métal très très lourd qui va pas du tout brûler dans l'atmosphère et de l'aluminium qui est beaucoup plus léger, qui va lui brûler beaucoup plus facilement, tu vas prendre l'aluminium pour que ça se désintègre beaucoup plus facilement. Tu as plusieurs règles comme ça et je crois que la règle c'est tu dois au bout de 25 ans faire en sorte qu'il n'y ait plus rien. Tu peux pas rester en orbite plus de 25 ans au même endroit, donc il faut que tu aies désorbité dans l'atmosphère sans que tu aies de trop gros morceaux qui retombent non plus sur Terre. Parce qu'en fait, ce qui se passe pour tout ce qu'on laisse en orbite là-haut, c'est que petit à petit, à chaque orbite, ça va descendre en altitude jusqu'à brûler dans l'atmosphère. Donc voilà, en fait, c'est surtout des règles avant de lancer, on réfléchit à ce que ça va devenir après. Bon, après, on a le problème de même si là, aujourd'hui, on lançait que des choses propres, entre guillemets, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont en orbite et c'est déjà un problème. Et surtout, on lance de plus en plus de choses, pas qu'en France, même en France, on n'en lance pas tant que ça finalement, mais il y a les méga constellations de satellites, par exemple, où là, c'est des constellations de dizaines de milliers de satellites qui sont lancés pour avoir de l'Internet partout, etc., etc. Et ça, voilà, ça pose problème aussi parce que c'est pas forcément réfléchi pour être propre. La loi sur les opérations spatiales, donc qui est française, c'est à ma connaissance la seule loi de ce type qui existe dans le monde. Donc elle concerne toutes les opérations spatiales qui concernent la France de près ou de loin. Donc tout ce qui va être lancé depuis la Guyane française, par exemple, depuis Kourou, c'est concerné. Mais on n'est pas les seuls à lancer des choses dans l'espace. Tout ce qui va être américain, chinois, etc. ne suit pas du tout cette loi. Et c'est une loi qui existe. Il y a des recommandations internationales qui existent sur le papier, mais qui sont très très mal appliquées pour l'instant. Et dans le manga, justement, on est face à ça. Alors, autre que la retombée dans l'atmosphère des débris, on a aussi et surtout le problème des collisions, des vols habités dans l'espace. Et le premier tome s'ouvre sur ça. C'est là qu'Alicia, je suis content de t'avoir invité. Ce premier chapitre et cette collision de débris regrettable, si on Tout peut à fait. dire. On va vraiment avoir, donc ça Qu'en s'ouvre dire? là-dessus, sur l'histoire de notre cher Yuri, qui, je ne vous spoile pas étant donné que c'est vraiment les premières pages, va perdre sa femme dans la collision d'un débris dans une navette de transport de personnes de communes. passagers, de Voilà, de voyage. passagers, exactement. Et c'est vraiment là-dessus qu'on découvre du coup notre très cher Yuri. Et ça fait déjà mal dès le début. C'est-à-dire que vraiment ce côté, ça s'ouvre sur cette collision. On se dit déjà: «Bon, il se passe des trucs pas si beaux et pas si nets, dans l'espace», parce que ça peut toucher vraiment n'importe quelle navette. Et moi, vraiment quand ça a commencé comme ça, je suis très, très émotive, donc c'est très difficile et on va suivre ça et on va suivre aussi un peu le périple du coup de Yuri parce que forcément qui dit collision dans l'espace dit, on ne retrouve pas forcément les corps. Ils vont pas rester là, ça va pas être comme un accident classique et cetera. Donc le deuil est forcément plus compliqué en tout cas que, dans un accident de la route ou, n'importe quel autre accident qu'il pourrait y avoir sur Terre. Fox? Ouais, non, mais c'est une entrée en matière qui est folle parce que, moi, à ce moment-là, je pense comme beaucoup de lecteurs, j'ai l'impression que Yuri sera notre perso principal, en fait. Et parce qu'on te présente une histoire qui est tellement forte, tu peux pas imaginer
un instant que c'est pas ce mec-là que tu vas pas suivre après, quoi. Genre, vraiment, on te présente son passé, on te présente son deuil, on te présente plein de choses et au final, non, on nous surprend encore et juste pour revenir, sur, les débris spatiaux, Christophe Bonal a écrit un livre d'ailleurs, aux éditions, Belin, je crois, je sais plus, mais La pollution spatiale. Donc si vous souhaitez, vous informer un petit peu plus sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Mais ouais, j'aimerais en fait, en tant que curieux scientifique, j'ai absolument pas, je pense, les compétences d'Alice, donc j'en apprends beaucoup aussi aujourd'hui et je suis ravi. Mais j'adore découvrir des trucs en sciences à chaque fois que je peux. Et j'aimerais énormément savoir avec qui Yukimura a parlé dans ces années où il a commencé à ébaucher Planète, quoi. Parce que c'est tellement des sujets qui étaient pas vraiment beaucoup discutés à l'époque où on était vraiment encore dans les années. C'est 90, hein, tu avais dit au début, là, c'est Ouais, ça? 99 Ouais. le tome 1. Donc, c'était vraiment pas la préoccupation majeure, loin de là. Et j'aimerais vraiment savoir avec qui discuter à l'époque pour que ce soit aussi chouette, en fait. Parce que l'accélération des débris, le fait que, il y ait pas de force de frottement et que donc, il y ait pas de travail, des forces de frottement derrière et que donc l'énergie, elle peut pas se drainer, c'est physiquement, très viable et je suis très, très curieux de connaître les personnes avec qui il a fait ça. Par exemple, j'ai eu ça pour, Interstellar, qui est un film, incroyable et je me demandais avec qui, Jonathan Nolan a discuté, le frère donc de Christopher qui est, en grande partie, je crois que c'est lui, hein, sur le scénario, il me semble. C'est souvent lui, donc j'ai peur de dire une bêtise, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pareil, je m'étais renseigné avec qui il avait parlé pour cette approche de la singularité et tout et ça te permet aussi de découvrir des scientifiques, ça te permet de découvrir leurs travaux et j'adore faire ça. Donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller glaner des petites infos, ça peut vous amener sur des scientifiques absolument passionnants. Et Et je en plus de ça ouais, pardon? Non, je voulais juste rajouter, quelques petits mots sur le côté collision parce qu'effectivement, j'ai parlé Mmh. des débris, tout ça, c'est embêtant, il y a de plus en plus de satellites, tout ça. Mais le côté collision, c'est un vrai problème aussi. Il y a, des gens dont c'est le métier de surveiller en permanence, tous les satellites pour vérifier qu'il ne va pas y avoir de collision et que s'il va y avoir, collision, que le satellite qui peut manœuvre pour éviter la collision. Et c'est un vrai problème, les collisions parce que, en orbite, ça va très, très vite, et donc l'énergie, quand il y a une collision est colossale. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est impressionnant, toute l'énergie un tout petit débris comme il va très, très vite, toute l'énergie que ça peut avoir et si on a par exemple un gros satellite, qui va rentrer en qui va être détruit par une collision ou par, X ou Y raison, il va générer plein d'autres débris qui vont être beaucoup plus petits, mais qui vont aussi avoir une énergie colossale et donc ça fait, encore plus de risques de collision, encore plus de trucs compliqués à surveiller parce que plus c'est petit, plus c'est compliqué à surveiller avec, les radars et cetera et donc non, c'est un vrai souci. On avait eu le problème, avec Skylab, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait? Qui était rentré dans l'atmosphère dans les années 80-90, je sais plus et en fait qui s'était pas décomposé. Parce que, logiquement, quand tu rentres dans l'atmosphère, là, vous me dites si je me trompe, mais avec le frottement, au niveau de l'air et autres, ça va, détruire l'objet, en fait et le faire réduire en taille. Mais si l'objet est trop gros de base, ça peut créer des petites traînées comme on peut voir. Il y a eu en Russie, il y a pas longtemps, des débris qui sont tombés et on a vu les traînées. Mais, ça peut arriver, enfin c'est déjà arrivé, qu'il y ait, un débris beaucoup trop gros qui rentre et dans ce cas-là, ça devient un danger dans l'espace, mais aussi un danger, sur Terre. Parce que tu as des avions qui passent, qui se prennent ça, bon, Alors en là général en général, une fois que ça atteint l'atmosphère, ça va quand même redescendre relativement vite. Le risque avec les avions, c'est pas forcément le plus gênant. Ce qui va être le plus gênant, c'est qu'on peut pas prévoir forcément où ça va retomber. Si tu perds le contrôle, de ton débris, il va retomber, quelque part sur Terre, mais ça peut être alors il y a beaucoup d'eau sur Terre, mais ça peut aussi être sur un continent, sur des habitations et cetera. Ça peut faire des gros dégâts, quoi. C'est une grosse étoile filante, hein, c'est d'une certaine manière. Mais donc généralement, ce qu'on fait quand on a quelque chose qu'on sait qui est trop gros, qui doit être désorbité, on va contrôler, au maximum pour faire en sorte que ça retombe au milieu de l'océan Pacifique. Il y a un endroit dans l'océan Pacifique où, il y a
au fond de l'eau énormément de restes de satellites, de lanceurs, etc. Parce que, bon, bah, à part les poissons, ça va pas embêter grand monde. Et ça pose pas problème avec les matériaux qui retombent, ça, en termes de pollution de l'eau? Je dirais que c'est pas le problème principal. Enfin, c'est pas la question Ouais, principale. non, mais c'est juste une question comme ça, parce que vu qu'on parle de pollution, etc., je me dis, ça se trouve, vu qu'ils concentrent tout au même endroit, tu sais, sur une enclave ou un endroit fermé, ça peut peut-être causer des problèmes pour la biodiversité ou autre. Ça dépend ce qui retombe. Si c'est des plaques de métal, bon, ben, le métal et la flotte, ça fait pas très, très bon ménage, donc tu peux très vite avoir de l'oxydation. Donc après, il faut voir quel métal c'est et quel oxyde tu vas créer et lesquels vont se déverser dans la flotte aux Bah, ça alentours. a l'air Mais d'être de bon, l'alu surtout, hein. ouais, donc l'alu, c'est pas le plus méchant, quoi. Mais Et après, vas-y, on, vas-y. on parle de quelques morceaux de satellites dans un océan entier. Voilà, on n'est pas en train de tout polluer non plus. C'est voilà, c'est Oui, mais moi, je enregistré. pense au petit poisson. Il est là, C'était mon, tranquille, chez lui. Bon, c'était mon point d'après. En termes de dilution, on est pas mal là, je pense. Donc, ça devrait Et être- bah, ce que Christophe Bonal dit souvent aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de débris, que c'est énorme, etc. En vrai, si on prend tous les débris, alors à l'époque où j'ai tourné la vidéo avec lui, donc c'était il y a quelques années, donc peut-être que maintenant c'est un petit peu plus, mais à l'époque, il me semble que c'est ce que j'ai lu à la fin de Planète aussi, ça fait 8000 tonnes, c'est l'équivalent en masse de la Tour Eiffel, sur l'ensemble, autour de l'ensemble de la planète. Donc, bah, en comparaison, c'est pas tant que ça. ouais, j'avoue. Oui, non, c'est pas si énorme. Et puis, il y a un moment, il faut faire un choix. C'est soit ça retombe sur des gens, soit ça retombe sur les petits poissons. Et je pense qu'on préfère quand même en soi que ça retombe sur les petits poissons. Désolé, petits poissons. Je vous aime bien, mais voilà. C'est pour ça qu'on réfléchit à faire des choses avec des matériaux où tout va brûler en entrant dans l'atmosphère. Comme ça, on n'a rien qui tombe dans l'eau. Et on n'a pas de risque non plus pour les populations au cas où on perd le contrôle. Il y a eu ça avec une station chinoise, une station spatiale chinoise qui devait désorbiter. Ils ont perdu le contrôle. Et donc, ça allait retomber, mais ils ne savaient pas où ça allait retomber, ni quand ça allait retomber. Et ça va, c'est tombé dans l'eau. Tout va bien. Mais C'était récemment, ça? c'était il y a quelques années, ouais. Ouais, c'était Je crois récent. que c'était passé au JT, ça me parle. Le peu de fois où j'ai regardé le JT. Je sais même plus ce que je voulais dire par rapport aux débris. Si, est-ce que il y a des. Je sais il y avait eu ça il y a pas longtemps, là, suivi d'Artemis, il y avait eu des news à propos de ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'envoyer une machine dans l'espace pour faire ce tri en fait sur les déchets en amont? C'était en discussion, je crois. Ils avaient parlé d'une sonde ou un truc comme ça qui irait en fait, qui avait pour projet d'aller se mettre en orbite et de choper tous ces déchets justement. Alors, je sais qu'il y a des tests qui sont faits pour essayer d'utiliser un harpon, utiliser un filet, etc. Parce que, encore une fois, on est en 0G, donc c'est un peu compliqué avec un truc automatique d'essayer d'attraper un débris, quoi. Donc, pour l'instant, je crois qu'on est encore dans la phase d'essayer de faire des choses. Les vols 0G peuvent servir à ça aussi. Par exemple, les vols paraboliques dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Si tu veux tester juste d'essayer d'attraper un truc qui flotte avec un filet, 20 secondes, ça te suffit en général. Donc ça peut être un exemple de à quoi ça sert. Après, le souci, c'est que envoyer des choses dans l'espace, ça coûte cher aussi. Donc envoyer quelque chose pour aller désorbiter quelque chose, en termes de coût, c'est pas forcément ce qui va être le plus intéressant, entre guillemets. Donc l'idée, sinon, ça pourrait être, c'est de faire des espèces de, pas forcément de remorqueurs, mais une mission qui va aller voir plusieurs satellites, qui va être rempli en carburant, qui un jour va aller remplir un satellite en carburant, le jour d'après va aller en réparer un autre, le jour d'après va aller remplir encore un dernier, et puis finalement à la fin de sa mission, il va être désorbité, et au passage, il va aller chercher un débris pas trop gros et il va l'emmener avec lui pour brûler dans l'atmosphère. Ça, je sais que c'est des choses qui sont à l'étude aussi, mais bon, on n'y est pas encore. Est-ce que tu sais si c'est des études au niveau national ou s'il y a des partenariats qui sont faits? Parce que ça pourrait être intéressant, là, pour le coup, vu que c'est un problème qui touche tout le monde, d'avoir des petites missions communes. Je suppose qu'il y a des choses qui sont faites en partenariat. J'espère qu'il y a des choses qui sont faites en partenariat. Je sais qu'au niveau européen, il y a quelques années, j'avais vu passer justement des choses. L'Agence spatiale européenne parlait pas mal des débris spatiaux.
Je sais pas ce qui s'est dit exactement, ce qui a été fait ou pas, mais en tout cas, il y a une prise de conscience, assez globale qui est quand même en train de se faire, pas dans tous les pays, il y a des pays qui sont plus propres que d'autres, Saint-Pierre. mais bon. Vas-y, balance des noms. Donc pour le moment, pas de Hachi, de Yuri et de Phi dans notre réalité à nous, en tout cas pas avant très longtemps. Non, pour l'instant, quant à nos astronautes dans la station spatiale internationale, s'il y a risque de collision, ils vont, dévier un petit peu la station spatiale internationale, voir si vraiment le risque est trop gros, se mettre dans les parties des plus blindées, mais bon, ça reste quand même, très exceptionnel. Tiens, question qui pourrait être marrante. Si jamais on avait la possibilité de faire ce taf-là, donc éboueur de l'espace, est-ce qu'on accepterait à l'heure actuelle, sachant que c'est un taf qui est quand même considéré comme ingrat dans le manga, est-ce que c'est un truc qui, malgré le taf ingrat, mais c'est dans l'espace, est-ce qu'on Ah moi j'y vais. accepterait ou pas? Toi, tu y Ah vas mais quand moi même? je vais faire mais moi je vais nettoyer, je vais déboucher les toilettes de l'espace s'il y a besoin, mais en Tu gardes tous les débris que tu as récoltés, tu les gardes chez toi? Ça te fait De des quoi? souvenirs? Ah Les oui, débris que tu as pour me faire un récoltés. musée avec tous les bouts. Alors, Ouais. au début, je le ferais parce que je serais trop contente. Ah, alors ça vient de telle mission et tout. Au bout d'un moment, j'en aurais trop et j'arrêterais. Meimo? Enfin, Alicia? Moi, pourquoi pas, pour un temps donné. J'ai vu qu'ils font des petites missions, je me dis: «Ça peut être bien Intérim? d'essayer». Ouais, c'est ça, exactement, un petit CDD 1 an là de d'éboueur de l'espace, why not? Après, je pense que, les passionnés d'espace, clairement comme toi Alice, ou comme toi, Fox, c'est un truc où vous diriez oui de base quasiment. C'est ne serait-ce que pour tester, pour l'adrénaline que ça peut donner et les connaissances. Mais c'est vrai que moi, ouais, un petit CDD, ça m'irait bien. Fox? Ouais, je suis peut-être un peu plus pragmatique du coup. J'essaye de D'accord, alors voir un partie petit suivante, peu colonisation. non! J'essaye de voir un On peu veut le des rêveurs ici! j'essaie de voir un petit peu le contexte. Est-ce que c'est dans un monde où on a développé assez pour faire d'autres trucs dans l'espace? Auquel cas, peut-être que j'irais faire autre chose. Genre, tu vois, une mission pour Jupiter, comme ça on Ah parle non, dans le là, manga. tu vas juste déboucher les chiottes, c'est ce Là, qu'on tu vois? disait. Déboucher les chiottes, ouais, Ah tu vas me dire non, mais pendant mes récupérer les études, je billes. l'ai fait, donc en vrai, j'ai déjà des qualifs, ils pourraient me prendre direct, il y a aucun problème. Super. Fox, le spatial éboueur. Puis let's go, je vais me rename Tu vas sur te Twitter, c'est bon. renomme-toi comme ça. Je pense que là, comme ça forcera les gens à aller écouter mon épisode pour avoir la ref. Merci. Partie 3, donc on va passer à la partie colonisation. Ce qui est bien, c'est que tu m'as lancé sur le Jupiter. Tu vois, ça, c'est cool. Parce que c'est un petit peu le thème du manga. L'être humain, ou du moins une méga corporation, veut financer une mission pour Jupiter. On en parlait avant, de problèmes d'argent, tout ça. Donc là, dans le manga, c'est ce qui va se passer. L'équipe va devoir être construite et vous n'avez pas lu la suite des tomes, enfin, Alice n'a pas lu la suite des tomes, donc on ne dira rien là-dessus. Mais bon, ça va être un petit peu le micro fil rouge, parce que finalement Hachi va se scinder un peu de sa bande de comparses pour se concentrer sur cette partie-là et toute la remise en question qu'il va y avoir derrière, et cetera, mais ça, on en parlera. Jupiter, Alice, à l'heure actuelle, on en parle ou on n'en parle pas? Jupiter, on en parle parce que alors je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais je peux quand même donner la date. A priori, pour l'instant, le 13 avril, on a une mission, qui va partir pour Jupiter qui s'appelle JUICE. Alors c'est pas une mission habitée, il y a pas d'humains, hein. Pour l'instant, les humains, on est allés, que jusqu'à la Lune et encore, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Mais c'est une mission, robotisée, qui s'appelle JUICE, je l'ai déjà dit ça, qui va partir explorer les lunes glacées de Jupiter, donc Europe, Ganymède et Callisto. Qui va faire plusieurs survols de ces lunes, qui à la fin va finir par se mettre en orbite autour de Ganymède. Et donc voilà, c'est une mission européenne, qui part tout bientôt. La France est impliquée dessus. Il y a 10 instruments à bord de la mission et sur ces 10 instruments, il y en a 6, pour lesquels la France a participé d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, Jupiter, on en parle. Et donc voilà, cette mission, elle va étudier donc les lunes glacées de Jupiter, mais aussi l'atmosphère de Jupiter et son champ magnétique. Parce que Jupiter est le champ magnétique le plus puissant du système solaire. OK, donc ils y vont pour étudier ça. Il y avait eu un autre manga qui s'appelle Moon Lost, où ils allaient sur Jupiter pour récupérer
une des lunes de Jupiter et la tirer sur Terre parce que la Lune avait disparu et la C'était remettre Io, en non? orbite. Quoi? C'est vrai? Je me rappelle plus, c'était pas Io? Io, non, c'est Non, de c'est pas Io? Yokinobu Oshino, celui qui Non, a non, fait mais Blue la Hole. lune qu'il voulait récupérer de Jupiter. Non, je crois que c'est Europe. C'était Europe? Hyper réaliste en tout cas. Vraiment, on sent que Bah, c'est en gros, faisable. notre lune se fait péter et bizarrement, ça crée plein de problèmes sur Terre. Bon, on sait pas trop pourquoi, hein, les raz-de-marée, tout ça, bon voilà, ça a pas du tout été prouvé scientifiquement jusqu'à présent. Et ils se disent: «Il faudrait peut-être qu'on trouve une autre lune» et la seule qui a la même masse que la nôtre, qui peut être en orbite, c'est, et du coup, c'est Europe, du coup, ils vont jusqu'à Jupiter pour la tirer. Mais en arrivant sur Jupiter, en fait, ils étudient, le champ, du coup, magnétique de Jupiter et en même temps la teneur en glace des satellites et je m'y connais pas du tout en satellite de Jupiter et du coup, je me demandais la Je mission suis à pas l'heure très curieux. actuelle, tu vois, ce qu'elle allait étudier, mais bon, tu as déjà répondu. Mais c'est du coup intéressant. Mais alors, quel est le but de cette étude? C'est quoi la finalité d'aller faire ça sur Jupiter? Bah, c'est de mieux comprendre le système solaire. C'est juste purement accumuler des connaissances. C'est pas dans un but d'exploitation ou d'aller ramener une lune parce qu'on a perdu la nôtre ou j'en sais rien. Heu, pour le coup, c'est vraiment juste, non, avoir plus de connaissances, comprendre comment Jupiter et ses lunes ont pu se former. Ouais, c'est vraiment, purement de la compréhension et de la découverte. OK, donc le désir de l'homme d'aller toujours plus loin. Est-ce C'est qu'on n'a ça. pas envie d'aller un petit peu à Mars avant quand même? Ah bah, en termes de Après on est oui, missions, voilà, on est robotisées, déjà allé, on est déjà pas mal sur Mars, hein. Justement, faut changer un petit peu. c'est vrai, aller plus loin ou alors dans une autre galaxie. Alors ça, Ah, pour l'instant, c'est un peu compliqué, hein. La sonde la plus loin, c'est, Voyager 1 ou 2, je sais plus laquelle des 2, qui a à peine quitté les confins du système solaire. Donc bah, les autres galaxies, on n'y est pas, hein. elle a dit au revoir à Pluton, récemment, enfin récemment, c'est relatif, mais je me souviens avoir vu passer un truc: «Ah ça y est, voilà, on a dépassé, Pluton». Voilà. Voilà, Et elle a quitté la sphère d'influence, du Soleil, Mmh mh. il y a quelques années et il y a des dizaines d'années donc non, Et c'est ça, faut pas oublier que plus on a envie d'aller plus loin, plus c'est long aussi. Parce que la lumière pour nous c'est cool, on allume et ça vient, mais en vrai, l'espace est tellement grand que même la lumière, elle galère à faire des allers-retours, donc c'est compliqué. et il faut de l'énergie aussi. Ah Parce bah ouais, qu'on chauffe non. on utilise jusqu'à Jupiter, ça va, on peut avoir des panneaux solaires. Au-delà de Jupiter, bah, on a le soleil l'énergie solaire est plus suffisante, pour être alimenté avec des panneaux solaires, donc faut trouver d'autres moyens. Souvent, on a des je veux dire des mini réacteurs nucléaires, pour simplifier, Mmh. pour les missions qui vont plus loin. Mais donc non, on n'y est pas encore. Donc et là, on parle uniquement de missions, non habitées. Alors si on voulait en plus y amener des Mmh. humains, ce serait beaucoup plus compliqué. on aurait quel âge, si on partait maintenant pour Jupiter, en arrivant? Alors là, Juice, ça va mettre 8 ans pour arriver jusqu'à Jupiter. Après, ça dépend de la vitesse à laquelle ta mission va, et cetera. Oui. Parce que pour aller sur Jupiter, si tu vas pas en ligne droite, tu fais ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles. Alors, tu as plusieurs parcours Donc qui sont tu t'aides possibles. des planètes pour, prendre le champ de gravité, c'est ça? C'est exactement ça, tu fais un effet de Ouais. fronde et en fait, quand tu vas passer près d'une planète, ça va te faire accélérer et dévier ta trajectoire et donc elle va en faire, 3 de la Terre et 1 de Vénus, je crois. À Ah donc vérifier. elle va prendre de l'élan, elle fait 3 tours et après elle part et elle refait 3 tours sur Vénus? Non, c'est pas Enfin, je sais plus exactement ce que je crois. Elle part, elle doit faire peut-être un tour du soleil, quoi, et elle repasse près de la Terre, ça la fait accélérer. Faudrait un schéma, ce serait plus simple. J'en ai pas sous les yeux, mais En podcast, c'est incroyable les schémas en non, plus, mais donc mes auditeurs, ils ont 150 de QI, ils ont le schéma en tête là. Ils voient très bien de quoi on parle. Vous imaginez des boules, un peu comme, tu sais en vélo là, tu as ta chaîne qui passe, autour, bah, voilà, c'est la trajectoire et en gros le satellite va céder, va suivre la chaîne du vélo pour se donner, la force d'aller plus loin et sinon vous retournez au lycée, enfin je veux dire à un moment donné, je vous Non, dis à ça quelle va. Même moi, j'ai compris, donc je me dis que si j'ai compris, normalement, la plupart des gens ont compris. non mais te descends pas Melimo, je veux dire, Oh là là, voilà. tout de suite! Non, mais je Non suis mais vraiment pas très douée en physique, hein. Je veux dire, j'avais 3 de ma moyenne, j'ai eu 4 au bac, c'était un miracle, donc voilà. mais là c'est pas de la physique, c'est du manga. C'est vrai, c'est beaucoup mieux. Là, j'aurais une bonne note, tu vois? Mais justement, dans Moonlost, je reviens à ce super manga qui a ramené la Lune autour de la Terre. En vrai, c'est, physiquement parlant, c'est impressionnant
il est ultra, ultra pointu sur la faisabilité du truc. Et Ça a alors l'air moi, incroyable. franchement, Mais j'y tu comprenais comprends, c'est absolument pas rien, cool. mais c'est en 2 tomes. C'est sur Manga.io, si tu veux, c'est l'abonnement, c'est 6 € par mois. Sinon, t'as 2 semaines gratos, je te file un code, tu vas le lire, pom pom. C'est 2 tomes, ça se lit rapidement. Et pour le coup, je trouvais ça ultra pointu. Il s'intéressait aux différentes du coup forces par rapport à la masse, etc. Alors, je vais pas te dire les termes parce que je vais sûrement dire de la merde. Mais voilà, il s'intéressait à tous ces trucs-là. Et il y a des moments, j'ai vraiment dû m'accrocher en mode, ok. En fait, il explique le concept scientifique et physique du truc. Il va même aller jusqu'à faire des calculs par moment et par rapport à la masse, la gravité, etc. Et alors moi, j'étais en mode, mais il va trop loin. Enfin, tu m'étonnes que ça se soit pas vendu son truc. Enfin, c'est un essai scientifique, le bordel. Non, mais vraiment, mais c'est Non, super mais intéressant pour le coup. ça, je suis très curieux parce que faire un essai scientifique sur remorquer une des lunes de Jupiter, Ben, en je suis fait, il la curieux de voir remorque ce qu'il pas, a pu mettre techniquement. Ils font péter un truc derrière et ils vont se servir de ce qu'on se sert, donc la force des orbites, pour la faire justement naviguer et zigzaguer entre les planètes pour arriver jusqu'à la Terre avec une vitesse suffisante pour qu'elle prenne l'orbite automatiquement avec un espèce de filet en fait qui va la retenir ou la ralentir assez pour qu'elle réussisse en fait. Et il doit calculer la taille du filet pour qu'en fait, avec la masse de la Lune et la force d'attraction et la force à laquelle la Lune arrive, le filet ralentisse d'assez de masse la nouvelle Lune pour qu'elle reprenne. Et le mec a fait le calcul, s'il te plaît. Plus t'en dis, plus ça m'envoie du rêve. Ça a l'air incroyable. J'ai besoin de Ah ouais, lire Non, ce mais truc. J'avoue que c'est. même moi, j'ai envie là. Le filet doit être énorme en plus. Je veux dire, Non, mais je suis pas c'est. très très bonne en Et calcul, mais alors là, vraiment, je me dis, ça doit être. en plus de ça, le petit truc qui fait plaisir à la science-fiction, il découvre qu'il y a de la vie sur la Oh la putain. Lune. Et c'est de la C'est vie le petit plus. sous-marine, parce qu'il y aurait de l'eau sous la glace, en fait. Alors ça c'est un vrai truc. Et ben Alors la voilà, vie et ben non. il y a des La, trucs, la, il y a la, des la, la, extraterrestres. la vie, non, on n'en sait rien, mais c'est sous Europe notamment, donc une des lunes de Jupiter. On pense qu'il y a des océans d'eau liquide. Et donc c'est une eau, même s'il fait beaucoup trop froid pour avoir de l'eau liquide à cet endroit-là, c'est les forces de marée qui sont exercées par Jupiter qui est à côté, qui permettraient de réchauffer. Malgré l'absence de soleil à cet endroit-là, enfin malgré l'absence, pas l'absence, mais bref, le fait qu'il n'y ait pas assez d'énergie solaire à cet endroit-là pour qu'il fasse assez chaud, qui permettrait d'avoir de l'eau liquide sous la surface. Et ça, notamment, c'est une des choses que Joyce va étudier pour essayer d'en savoir plus sur ça. Alors, Joyce ne va pas chercher la vie directement, mais au moins essayer d'en savoir plus sur ces océans d'eau. Est-ce qu'elle, je sais pas, peut-être que c'est une colle, mais auquel cas tu me dis, j'irai me renseigner comme un grand. Est-ce que tu sais s'ils apportent des capteurs de pression à l'intérieur? Je sais pas. Après, elle va pas se poser. Elle va survoler les lunes, Ah elle va ok. survoler Jupiter, mais il y a pas de, j'allais dire de landing, mais c'est quoi? D'atterrissage. Ok. C'est la deuxième fois Oui, qu'il y a un donc du anglicisme coup, dans cet épisode. Hein. Désolé, c'est les scientifiques, tu vois, on est un peu bilingue. on se la pète Tu pour vois, c'est rien. ça, ouais. Ok, bah lisez Moonlost. Je vous enverrai le lien On est si vous parti voulez à sur la un autre fin. manga. Non, Il y mais a en vrai, Moonlost, en fait. non, mais c'est en vrai, c'est là où Planète s'intéresse du coup à ce qui est proche de la Terre, parce que finalement Jupiter, on n'y va pas tout de suite. Là, Moonlost, il s'intéresse à ce qu'il y a plus loin, et le mec essaie vraiment de calculer s'il y a des trucs possibles, et l'histoire de la vie dans l'eau qui est justement dans Europe, j'ai trouvé ça intéressant. Vous verrez à quoi ressemble la vie, mais moi qui suis fan de Dino, j'étais aux anges. Voilà. Si je vous dis, Ça si je vous dis Mosasaur, tout ça, logiquement, ça devrait Oh. éveiller un peu 2-3 personnes, mais comment ça, non, Alicia? Tu vas lire Blue Hole, et tu vas aller regarder les documentaires là, sur Apple TV sur les dinosaures. Là. J'ai un peu trop de trucs à regarder et à lire, je crois, vu que j'ai déjà Mais tu Space mets pause. Brothers, il paraît à lire, hein, n'est-ce T'as pas? toujours pas commencé? Non, Aïe, aïe, aïe. Bon, j'attends que heureusement, tu me les montres tous. ouais, bah ouais. Mais, heureusement, il reste une seule partie à ce podcast hein, qui va s'écourter, parce que là, ça commence à m'énerver, ces histoires. Donc, la partie humain au centre du récit, on l'a dit tout à l'heure, Makoto Yukimura, totalement fan de l'humain et de son introspection. Pour les plus philosophes d'entre nous, se rapprochant par moments donc, de la critique de la raison pratique et la raison pure de Kant, donc par rapport à la métaphysique.
la quête d'identité, la quête de l'homme dans l'espace et dans le temps, voilà, etc., etc. Bon, tout plein de trucs très compliqués pour nous comme on est mortels, et j'ai pas envie de vous faire chier avec ça. Juste pour resituer par rapport à ça, donc la peur de l'espace, ou du moins la quête d'introspection liée à ça, serait née, et je mets des guillemets, avec du coup Copernic et l'héliocentrisme, donc en 1543, on a regardé juste avant l'émission. Et j'ai juste une petite citation d'un chercheur qui s'appelle Trinh Xuan Tuan, et qui, je trouve, a fait une citation qui est plutôt cool. C'est par rapport à l'espace, donc il va étudier le sujet, c'est tout un PDF, hein, je vous enverrai le truc si vous voulez, qui était très intéressant à lire. Et il va s'intéresser donc à 2 volets. Le premier qui s'intitulerait donc Le fantôme de Copernic, montrant donc comment l'homme a rapetissé de plus en plus, à la fois dans l'espace et dans le temps depuis Copernic. Et ça, je trouve ça ultra fort, parce que techniquement, c'est ça. Plus le temps avance, plus on devient microscopique. Et comment nous avons assisté à un désenchantement du monde qui fait écho au fameux cri d'angoisse de Blaise Pascal, le silence des espaces infinis qui m'effraie. Et on est totalement dans la thématique du début de Planète. Ils ont beau aller dans l'espace, quand tu te tournes vers la Terre, tu as ce côté rassurant. Et quand tu te tournes de l'autre côté, c'est la merde. Et c'est là qu'Alicia, tu auras peut-être une expertise plus que nous, vu que toi, tu lis peut-être un peu plus de choses, je peux dire psychologiques, mais tu es plus recentré sur les émotions, le ressenti des gens. Est-ce que c'est une thématique que tu as vue plusieurs fois, et dans le cadre donc de l'espace et notamment du vide par rapport à l'introspection, est-ce que c'est un truc qui te parle, que tu as déjà vu ailleurs, ou qui t'a même toi mis dans le récit en fait à ce moment-là? Je l'ai pas forcément vu ailleurs, mais c'est vrai que quand on arrive dans le premier tome, au moment où Hachimmaki, ben, il s'est retrouvé à un moment seul dans l'espace, sans moyen de communication, sans lumière, sans rien, et qu'on voit après sa crainte. Je trouve que ça fait beaucoup écho à nous, ne serait-ce que quand on est enfant et qu'on se retrouve seul dans le noir et qu'on n'a plus de repères. Moi, ça rappelle vraiment ça. On a cette petite tendance à se rapprocher de nouveau de l'enfance et à repenser au moment où on a été un peu seul et abandonné. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et c'est vrai que là, dans ce récit, on se rend compte de l'immensité de l'espace grâce à ça, et de la pression que ça peut avoir, ben, de se retrouver, en fait, on est quoi? Juste nous, humains, dans ce monde, dans cet univers, et même parmi toutes ces galaxies. C'est quelque chose qui, je l'avoue, m'a un peu angoissée sur une partie du récit. Bah, parce qu'on est vraiment dedans. Enfin, moi, je sais que les moments où Hachimmaki, on le voit suffoquer, on le voit vraiment paniquer, je me mets à sa place et je pense que je serais 1000 fois pire, déjà. J'aurais même pas tenu 2 minutes dans la pièce dans laquelle ils le mettent. Mais c'est vrai qu'aussi représenté, aussi flagrant, non, c'est la seule œuvre vraiment où j'ai pu voir ça. Fox? Ouais, enfin, moi, enfin, ça me fait penser à une interview d'Alexandre Astier, qui, à l'époque où il faisait l'exoconférence, à la fin, ceux qui ont eu la chance de la voir, il y avait un petit temps où il y avait des questions-réponses, etc. Et il avait été interviewé à la suite de ça, et il disait c'est super dur de s'imaginer dans l'espace, parce que même sur notre propre planète, il y a des endroits où on ne peut pas vivre. Il pensait notamment aux abysses, tu vois. Et il se dit, dites-vous bien que en allant dans l'espace, si on nous enlève nos équipements, c'est au revoir en fait. On n'est juste pas fait pour être là, physiologiquement parlant. Donc en fait, cette angoisse, elle est ultra légitime et elle est même instinctive. C'est juste que c'est un milieu qui n'est pas propre à l'homme, mais qui les fascine et qui les force à se développer pour y aller. Enfin, moi, je trouve ça ultra fascinant, et j'en suis un passionné, mais j'ai trouvé cette interview assez juste, de se dire, bah, déjà, avant de vouloir aller dans l'espace, essayons de voir si on peut le supporter. Tu vois. Est-ce que tu serais capable, mentalement, d'aller dans l'espace? Après l'euphorie, la passion, tout ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un petit peu plus pragmatique aussi, c'est que je me dis, est-ce que moi, j'adore, et enfin, j'ai trop envie d'y aller, tu vois, mais est-ce que mentalement, une fois là-bas, je serais pas en full panique, quoi? Et c'est un truc qui m'effraie autant qu'il me passionne. Du coup, c'est trop chouette. C'est une question que je me suis déjà posée.
Et du coup, j'ai comparé ça avec un sous-marin. Parce qu'un sous-marin Mmh. aussi, enfin, que tu sois que tu sois dans une boîte de conserve au fond de l'océan ou dans une boîte de conserve dans l'espace, dans tous les cas, si tu as une fuite, tu meurs. Et donc, je me Clairement. disais, est-ce que j'aurais plus peur dans l'espace ou dans un sous-marin? Et bah, je pense que j'aurais plus peur dans un sous-marin parce qu'effectivement, dans l'espace, j'aurais le côté euphorie, et cetera. Et aussi, je pense qu'on meurt plus vite dans l'espace que sous l'eau. Mais donc au moins, tu souffres moins. Mais donc du coup, c'est une question que j'ai posée à d'autres personnes, genre si tu devais choisir, enfin, imaginons, tu pas le choix, tu dois enfin, tu sais les questions à la con, genre: «Tu préfères?» Voilà, est-ce que tu aurais plus peur au fond de l'eau, dans un sous-marin ou dans une boîte de conserve dans l'espace? Et bah, ça dépend des gens. Donc je vous pose la question, tiens. Moi Ah aussi, je non, vous dans pose des l'espace, questions. hein. Non, dans l'espace, hein, tu raison, hein, tu meurs plus vite, hein. Non mais franchement, la sensation de savoir que tu vas étouffer, Mmh. heu, dans l'espace, tu l'as, mais je pense elle est ultra rapide, tu vois? Avec la pression, tu dois t'écraser sur toi-même à une vitesse où tu sais, ça doit coaguler, je sais pas, mais ça doit être vraiment beaucoup plus rapide. Cette impression d'étouffer, de pas réussir à respirer. Par contre, sous l'eau, je pense que tu as bien 1 ou 2 minutes où tu es encore en vie et bon, Après, si vraiment tu descends beaucoup, c'est la pression qui s'occupe de toi et pareil, tu dures pas 2 secondes, hein. Mais, et bah, mais alors, donc ouais, Mais du coup, on va c'est descendre. l'inverse. Du coup, c'est l'inverse. Est-ce que tu préfères trop de pression ou pas assez de pression? ah ouais, bah, c'est ça la question. C'est ça la question. C'est super dur en vrai comme choix. Je pense que l'instinct dirait: «Je préférerais aller dans l'espace» parce que, bah, justement, passion et cetera. Mais je pense aussi qu'il y a un truc tout bête, c'est que l'eau et sa crainte, on y a déjà été confrontés. On a tous, quand on était petit, je pense, au moins une fois bu la tasse et angoissé en mode: «Ah, je vais crever» et du coup, bah, on sait, on a eu un petit aperçu et on a juste pas envie d'en voir plus, quoi. Tandis Mmh. que là-haut, tu sais juste pas. Donc si tu es un peu explorateur, tu as juste trop envie d'y aller, quoi. Non, mais je suis du même avis que vous. Clairement, je préférais dans l'espace, déjà parce que c'est vachement plus classe. Je suis désolée de dire ça, mais si on doit me faire un petit truc, sur terre pour rappeler, bah, on pourra dire que je suis morte dans l'espace, parmi les étoiles et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que le côté, mourir rapidement, ouais, je préfère aussi. Clairement, voilà et puis l'eau, être dans le noir et cetera, non. L'espace, il y a un truc poétique. Mmh. Après, tu peux être dans Non, le puis noir dans ça se l'espace trouve, aussi. ouais, mais tu Ouais, vois, mais ça reste poétique. tu dérives jusqu'à Jupiter et là, il y a une forme de Tu vie sous-marine qui te reprend et tu qui te voles une ramène lune. à la vie, voilà et Et du coup, tu meurs sous l'eau, mais autour de Jupiter. voilà, donc tu as la double, tu peux tester les 2, Double quoi. peine. Non, c'est une bonne question, hein. Donc voilà, j'amène des sujets joyeux. Il y a un Mais toi, autre, du coup, tu nous as pas dit? si j'ai dit, dans l'espace. Ah pardon, OK. À la Parce que redescente j'aurais du le liquide, là. voilà, c'est ça, parce que dans l'espace, je sais que je mourrais plus vite, donc je souffrirais moins et que j'aurais pas le temps de stresser de ce qui m'arrive. Je serais juste trop contente d'être dans l'espace, en fait. Mais tant qu'on est dans les aspects un peu psychologiques et tout, il y a un truc aussi, là, plutôt tourné vers la Terre, c'est l'overview effect. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est, une émotion que ressentent, souvent les astronautes la première fois qu'ils voient la Terre, dans sa globalité. Où, bah, ils se rendent compte de sa fragilité, de que c'est juste un petit point bleu pâle dans l'espace et ça, c'est vraiment un truc que beaucoup d'astronautes racontent et que j'aimerais beaucoup vivre un jour. Mmh, il y a des témoignages, même ils disent qu'ils en pleurent, quoi. Il paraît que c'est quelque chose de très, très fort et ouais, j'ai vu des trucs aussi, ça a l'air incroyable de vivre ça. Tu imagines? Tu vois enfin, non, tu peux pas imaginer, en fait. Tu vois la terre, quoi. Tu vois tout, le tout, tu le vois, quoi. Enfin, c'est incroyable. On s'arrange, Fox. Franchement, je te trouve des petites photos 360 là. Je t'assois dans mon salon. T'inquiète, tu vas la voir la Terre, hein. Oh Un là petit là. casque de VR. Alors j'ai déjà fait des trucs de VR dans l'espace, enfin des trucs j'étais pas vraiment dans l'espace, mais j'étais en VR et on m'a mis dans l'espace quoi, en VR. C'est impressionnant, mais je pense que ça n'a rien à voir avec quand c'est en vrai quand même, hein. Mais Non, parce que déjà en tu VR, sens c'est un quelque chose. sol, tu vois? Je pense qu'il y a ça aussi. Faudrait te foutre dans un bain d'eau saturée en sel et te mettre le casque de VR sur la gueule. Ça doit être Alors, rigolo. ils font de la VR dans l'ISS. Bah, ils font quoi comme VR? Ils font un petit Beat Alors Saber?
Non, alors il y a plusieurs choses. Je sais que Thomas Pesquet avait testé de la VR comme on peut avoir sur Terre. Tu sais, quand tu fais du vélo d'appartement ou que tu cours et que tu Ah te oui. balades dans des endroits jolis, et ben, il a eu ça pour, voilà, parce que lui, quand ils font beaucoup de sport dans l'espace pour entretenir quand même leur corps parce que ils perdent énormément en muscles, etc. Donc il y a plusieurs heures de sport par jour obligatoires. Et donc pendant ce temps-là, souvent ils regardent des films ou des séries et la Terre peut leur manquer. Et donc ils ont voulu tester de faire du vélo. Je crois que c'est dans les Alpes, je sais plus. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Et sinon, il y a des expériences qui sont menées justement par rapport au point de repère. Parce que nous, si on fait de la VR, on a quand même la gravité, on sait où est le haut, le bas, etc. Mais si on te met un casque de VR sur les yeux, mais que tu n'as plus de repères sensoriels en termes de gravité, de haut et de bas, et bien, à quel point est-ce que, par exemple, tu es capable d'attraper un objet, des choses comme ça. Sur les sciences cognitives, tu as vraiment tout un pan d'études qui est fait là-dessus. Est-ce qu'ils feraient pas ça dans les avions 0G, justement? J'allais Ils font dire, ce serait incroyable. Ils le font aussi dans les avions. Enfin, Ouais. je suppose. Ça m'étonnerait qu'ils l'aient pas fait. Bon, alors, s'ils l'ont pas fait, n'hésitez pas à nous demander. Je veux dire, on vient de le proposer, on peut toucher un Voilà. petit brevet, un petit Sachez que ce royalty. sera déposé, voilà. Donc n'hésitez pas à venir avec le chéquier parce que sinon, il n'y a pas de discussion. Voilà. C'est ça, c'est 6 000 € chacun. Si jamais. Comment ça, 6 000? Eh ben, Oh, un bah, vol. ça va, non Ça coûte cher? Non, ça coûte cher. Non, plus 6 000. Parce que moi, je vais pas faire un vol, je vais en faire plusieurs. Ok. On va faire Voilà. une cagnotte Litchi, t'inquiète. Je pense, ouais. On va faire un petit Patreon. Ça va le faire. Bon. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin de cette émission sur les sujets qui ont traversé Planète. Plus que de parler du manga, on a vraiment parlé de sujets qui ont touché au manga, qui nous ont touché nous, et qui surtout ont un rapport avec actuellement la conquête spatiale, ou du moins la façon dont on vit notre rapport à l'espace. Et est-ce que tu aurais un dernier mot, Alice, pour conclure sur le manga ou sur le CNES, maintenant que je sais le prononcer, sur ton livre ou autre? Acheter mon livre. Donc on rappelle, attends, j'ai noté le nom, La vie secrète de l'univers chez Larousse, 29,95, c'est ça? Je crois, ouais. Oh, aïe, aïe. Et 1,6 kg quand même. 1,6 kg de plaisir. C'est pas tout le monde qui peut se targuer On va d'avoir faire ça. rougir les éditeurs de comics, pardon. Celle-ci, elle était pour moi. Voilà. Les petites intégrales là de chez Marvel là. Ouais. Là, Et il y a qui valent des combien? images de l'espace, 70 au €? télescope, ça fait 1,6 kg et c'est moins cher qu'un omnibus. Donc allez-y. Voilà. Et en plus de ça, vous financez Alice et son vol à 6 000 € en 0G. Ouais, C'est quand même. il va falloir en vendre beaucoup des livres. Oh, ça s'arrange. Mais blague à part, je me demande si je l'ai pas vu justement à Noël dans les étalages de la Fnac à côté de chez moi. Ça me dit un truc. Parce que je C'est voulais en offrir possible. un. Et j'avais vu un bouquin justement avec un nom similaire et des images de James Webb sur la couverture. Et je me suis dit, ça ferait un beau cadeau. Et finalement, j'ai acheté un manga. C'est bien aussi, ça va, je te pardonne. Ouais, mais non, mais en vrai, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de bouquin chez soi. Moi, je sais que j'en ai pas mal, des trucs comme ça, de vulgarisation, mais sur l'histoire, plus que sur l'espace. Bon, vu que j'en parle pas beaucoup dans les podcasts, mais j'aime bien faire des rapprochements avec ce qui s'est passé dans notre histoire. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant là-dessus. Et n'hésite pas à revenir ou à nous redire si une fois que tu auras lu La fin de Planète, par rapport à tout ce qui va être colonisation et surtout évolution technologique, parce qu'il y a des petites évolutions technologiques dans la suite de Planète dont on n'aura pas pu parler actuellement, même si je pense que ça existe un peu, tu en as parlé tout à l'heure, les réacteurs nucléaires, tout ça. Mais ouais, je vais continuer ça. Je vais lire Moonlost aussi, ça a l'air incroyable. Ouais, ben Moonlost, je me répète, mais si jamais tu as... alors, une soirée, non, parce que moi, j'ai bien mis 4 heures à lire les 2 tomes. C'est très, très complet. Mais si tu as un week-end, franchement, le site manga.io, tu fais Attends, je vais l'abonnement noter. gratos, là. Tu as 2 semaines, je crois, offertes, un truc dans le genre. Et tu te lis ça, c'est en numérique, par contre. Mais c'est de bonne qualité, c'est bien traduit. Et voilà, à moindre coût, si tu veux tester Moonlost. J'ai noté. Fox, as-tu un dernier mot sur Planète, Mathieu Bablet, ou sur
j'ai pas de blague, désolé. Il me manquait un truc, j'avais le pouvoir des 3 dans Charmed, là, je suis un peu déçu. Il me manque un truc. Vas-y, le troisième, Non, mais tu es ouais, Babelais, j'ai Planète ou vite, un petit trop. Naoki Urasawa, ça passe partout. Et puis voilà. Comment ça? Mais je te découvre des passions. Moi, je prends tous les- Bah vas-y, alors Naoki Urasawa. Lisez Makoto Yukimura, c'est un auteur qui est dingue, que ce soit sur Planète, que ce soit sur Vinland Saga, vous avez 2 pans, soit historique, soit l'espace, vous avez de quoi faire. Et sa plume est dingue, il sait écrire la psychologie des personnages comme personne, c'est un génie. Donc n'hésitez pas. Et encore une fois, ce n'est pas que de l'espace. Voilà, si vous avez peur de la partie science-fiction, vous pourriez être un petit peu étonné. Bah, c'est pareil, pardon, je termine, mais c'est pareil pour Vinland Saga. Vous attendez pas à voir la série Viking en livre, c'est pas du tout ça. Limite, ça aurait pu se passer ailleurs, ce serait pareil. Donc, Alors n'attendez pas. techniquement, dans le fond, si. Non, C'est bah, on un fera un autre épisode débat. sur Vinland Saga parce que je suis pas d'accord. C'est un autre débat. Voilà. Mais t'en es où dans Vinland Saga? J'ai fini, enfin je suis à jour. 26? Ok. Parce que pour le coup, je trouve que les dernières saisons de Viking, justement, tendent beaucoup vers Vinland Saga. Ou Vinland Saga tend vers... c'est comme tu veux, quoi. Pour l'aspect, justement, on abandonne le côté guerrier pour la colonisation et l'expansion des terres. Et, Oui, ça après, c'est plus l'histoire bon, en c'était elle-même. eux, voilà. Bon, on fera un truc sur Vinland Saga. On en un jour, parlera, on en peut-être. parlera. Ça serait fun, si ça finit un jour. Alicia, un dernier mot? Même si vous n'aimez pas la physique, lisez Planète. Non, en gros, c'est vraiment quelque chose de très accessible et au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de choses très, très techniques, mais qui sont expliquées dedans, donc très facilement compréhensibles. Il y a vraiment une grosse partie aussi, comme tu le disais, Fox, sur tout ce qui est psychologique, et cetera, et c'est vraiment très, très touchant à beaucoup de moments et ça fait aussi énormément relativiser sur tout ce qui se passe sur Terre et autour de nous, en ce moment, comme quand on est tout petit, donc vraiment lisez Planète, c'est un chef-d'œuvre. T'as été sur Vinland Saga, toi? Pas du tout. Bah, si t'as aimé cet aspect, faut foncer. Non, Vinland Saga, c'est une dinguerie. Hein. Faut foncer. C'est dans ma Ouais. longue liste de choses à acheter, voilà, mais je n'ai pas un budget, j'ai tout claqué à Angoulême, hein, souvenez-vous, voilà. Si vous vous souvenez pas, Mais allez, écouter l'épisode. Non, je refuse d'entendre ça. T'as rien acheté à Angoulême, t'as perdu ton sac en plus. Je n'ai pas perdu mon sac grâce à mes sauveurs, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même acheté 37 bouquins à Angoulême, c'est quand même beaucoup, voilà. Et t'as même pas acheté La vie secrète de l'univers, écrit en septembre 2022 chez Larousse? Ben, je pense que c'est pas une BD et vu que c'est un festival de la BD, ben, non. Mais par contre, je vais me renseigner et avec plaisir, j'en parlerai dans une chronique, sur mon compte. Après, je dis ça, il y en a, ils l'ont vu à la Fnac, ils ont préféré acheter des mangas, hein. C'est vrai. Voilà! Non, mais Je vois remettons, qui tu parles. Non, Des je vois mangas pas de sur qui quoi tu en parles. plus? Au final, on sait pas. Ça se trouve, c'était un truc un peu pas ouf, quoi, hein. Ouais. Comment ça, pas Même pas ouf? sur l'espace. Excuse-moi, est-ce que tu as déjà vu une lecture sortant de mon compte qui n'était pas ouf? Attends, je Voilà. réfléchis. Alors, tiens, puisqu'on parle de BD, juste avant de finir, dernière petite question. Alice, tu devais faire une BD sur l'espace, ça te tenterait? Ou un manga? Oui, mais je sais pas, je pourrais pas la dessiner parce que je sais pas dessiner les personnages. Non, je parle C'est du scénario et du côté apporter ta culture et l'aspect vulgarisation peut-être. Bah, dans l'idée carrément, mais ouais, je pense que je pourrais juste apporter le côté vulgarisation et connaissance, parce qu'inventer une histoire pour moi c'est compliqué. Enfin, le nombre d'histoires que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini, donc j'ai fini par faire le deuil de ça et tant pis, je peux écrire, de la vulgarisation, je peux écrire plein de choses, mais écrire, une histoire avec un début, un milieu, une fin, je ne sais pas faire, c'est pas grave. Je sais faire plein d'autres choses. Mais en vrai, pourquoi pas? C'est pas dans la liste des choses que j'ai prévu de faire dans ma vie, mais écrire un livre non plus n'était pas dans la liste des choses que j'avais prévu de faire dans ma vie. Donc, si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas? Et ça, pour le coup, on l'achèterait directement. Voilà. Non, écoute, ça paraît de quoi ton histoire que tu avais commencé à... Oh, je sais plus, je te parle d'histoires que C'est... j'écrivais quand j'avais 10 ans. Il va voler Ah, le scénario, hein, fais attention. Ah Il veut non, des là, thunes pour non. financer son rien. voyage, hein. Mais moi, je sais pas non plus dessiner. Je vais pas... Après, des idées de scénario, j'en ai écrit plein. Alors, je crois qu'un Mais jour, j'avais commencé à écrire une histoire avec des espèces de créatures cheloues qui vivaient dans l'eau. c'est Moonlost.
Ah, C'est- c'est ça! Ça doit être ça, ça doit être ça. Non, je sais plus. Je crois que là où je suis allée le plus loin, c'était, un truc sur le monde de Pâques où en fait, tu vois, Les Moailles? hein? Ah, sur les Moailles? Non, 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 Pâques, la fête de Pâques. Non, avec les Ah, lapins. ok. Les Les lapins. les petits lapins, les cloches, tout ça. Parce qu'en Pas fait, je sais pas d'accord. si tu vois, dans, le film d'animation, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Il y a une scène au début où il y a des arbres qui forment, enfin des troncs d'arbres qui forment un cercle, et chaque tronc d'arbre a une porte avec une fête. Et donc, bah là, ça se passe entre la porte avec le sapin de Noël et la porte, je crois que c'est une citrouille et Halloween. Sauf que bah il y a une porte pour Pâques, enfin il y a plein d'autres portes. Et donc je m'étais dit, qu'est-ce qui se passerait derrière les autres portes? Et donc j'avais commencé à écrire un truc avec des lapins, des chocolats et des cloches, quoi. Et Trop tu bien. aimes les lapins? En chocolat ou les vrais? Non, les vrais. Pas Bah à oui, c'est manger, tout je mignon. parle. Hein. Non, Mais non, pas à non, manger. bah, non, pas à manger, c'est beaucoup trop mignon. Mais oui, j'aime les lapins. Ah, bah tu fais plaisir à 2 personnes ici présentes. Mm. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, j'enlèverai ce passage. Bon, c'était super en tout cas. Merci à vous d'avoir participé. C'était ultra instructif. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de termes vraiment techniques ou compliqués, donc je pense que c'est un épisode qui est relativement accessible à tout le monde, au contraire. Donc n'hésitez pas, je me répète, à aller vous rendre dans votre librairie et à vous procurer, ou du moins à les feuilleter et à aller recommander le livre, donc La vie secrète de l'univers, chez Larousse, écrit donc par Alice Thomas, à la suivre sur tous les réseaux sociaux. Tu me rappelles ton Twitter, s'il te plaît? C'est Space Tomalis. Donc Space comme l'espace en anglais, underscore, le tiret du bas, et Tomalis, un mélange entre Thomas et Alice. Top. Donc il y aura tous les liens, évidemment, en description. Alicia, chronique de Meimo partout, c'est ça? Presque partout. Surtout Instagram quand même. Mais, Et et bientôt en peut-être. podcast. Exactement. Pardon, Bientôt en podcast. ma voix. Pas en partenariat avec toi, mais en tout cas, tu Voilà. m'aides beaucoup. Donc merci de m'aider à développer ça. Et je serais ravie de vous retrouver en podcast. Je ne ferai pas aussi bien, mais je vais tendre à m'approcher de Là, c'est cette pas moi qui fais qualité-là. bien, c'est les invités. Hein. Ah bah là, en plus, vraiment des super invités. Hein. Fox, génial, première fois donc avec toi. Mais Alice, super, je vais aller te suivre partout. Je sens que je vais apprendre beaucoup de choses. Eh bien, avec grand plaisir. Et si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, hésite pas, parce que justement, le but dans ce que je fais sur mes différents réseaux, c'est de rendre ça accessible aux gens qui se disent: ah, mais moi, je suis trop nulle en physique, j'y comprends rien, j'ai eu 3 au bac. Bah non, même si, même si tu as l'impression, enfin, une équation, ça fait peur, etc., bah, tu peux quand même comprendre des trucs, c'est quand même accessible. Et tu peux t'émerveiller aussi, même sans devenir un ou une grande scientifique. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, donc l'armée des auditeurs de Case en Case, allez tous poser vos questions à Alice sous cet épisode d'ailleurs, vous pouvez, ou du coup sur Twitter avec le arrobase correspondant. Et bon, le dernier pour la fin, mais est-ce que j'ai besoin de te Ex Libris, le podcast numéro 1, je veux dire, voilà. À un moment donné, premier sur l'actu, premier sur le buzz. Voilà. Non, Ex Libris, super podcast dans lequel j'ai déjà participé plusieurs fois. Dernier épisode en date, Les Enfants d'Hippocrate, je crois, qui traite de la pédiatrie. Donc un univers très important, très touchant. Un petit teaser pour le prochain épisode ou t'as pas envie? Ouais, bah écoute, t'as l'exclu, on va recevoir Caroline Segara dans Du notre Cri du Mochi, entre autres. Du Cri du Mochi, Fantastic Raccoon sur Twitch, ex-membre de la chaîne No Life. Donc très très cool. On a passé un super moment, ça arrive début avril. Et allez, je t'offre une autre exclue. Mon concept Science pas que fiction reviendra en podcast. Pareil, sous un label. Non. On travaille depuis un petit moment. Aïe, C'est une aïe, exclue, hein. aïe, aïe. Et le seul à le savoir. Bah d'ailleurs, on est les seuls à le savoir parce que personne Voilà. n'écoute les Bah, podcasts pour jusqu'à la l'instant, là, fin, donc on sera. Mais vous l'avez entendu en premier ici. Voilà. Ne l'oubliez pas. C'est ça, vous l'avez entendu en premier sur Skyrock. Non, bon, merci à tous. N'hésitez pas donc à commenter cet épisode, à aller suivre donc tous les invités, vous rendre sur les liens pour aller plus loin. Soyez curieux et surtout, si la morale de Planète, si tout va mal, que vous vous sentez pas bien, etc., n'hésitez pas à lever la tête vers les étoiles. Cela pourra grandement vous aider. Merci à tous encore une fois et moi je vous dis à la prochaine. C'est de Case en Case. Ciao.
Voilà, j'arrive près du signal bourré de parasites que le Nozomi avait capté. Ça ressemblait à peu près à ça. Je viens de me poser sur une planète, mais depuis qu'on y est, j'entends plus grand chose. C'était peut-être un vieux résidu de signal émis en boucle. Ouais, c'était trop beau pour être vrai. Salut! Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un vaisseau. Tu me sauves la vie. Je pensais vraiment rester coincé sur ce caillou jusqu'à la fin des temps. Merci, t'as pas idée à quel point c'était long. T'es qui? Salut.